Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir? Troisième épisode de cette formule allongée de Qu'est-ce qu'on lit ce soir qui visiblement vous plaît bien, puisque si on compare aux chiffres d'audience des précédentes émissions qui étaient en one shot, vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder cette version longue. Donc ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que, comme je vous avais expliqué quand j'avais lancé cette formule, ça me permettait vraiment de discuter de l'ensemble de mes lectures qui sont diverses et variées, comme vous avez pu le voir. Donc ça me fait plaisir que vous suiviez. Bon, les chiffres sont pas encore mirobolants, mais bon, peut-être un jour on arrivera à dépasser la centaine, hein, pourquoi pas, soyons fous. Donc encore une fois un mois de mars qui a été bien rempli, hein, une petite vingtaine de sorties, bon, sachant qu'il y a certaines sorties du mois de mars que j'ai pas eu le temps de lire ou que je n'ai pas lu parce que j'étais en retard. Notamment par exemple il y avait le troisième et dernier tome de Garth Ennis présente Hellblazer, je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas encore lu les deux premiers, donc peut-être qu'à l'occasion je vous ferai une chronique des trois d'un coup, mais bon en tout cas voilà, c'est une sortie du mois de mars que j'ai acheté mais que je ne serai pas chroniqué dans ce numéro, parce que c'est vrai que régulièrement ça m'arrive qu'il y ait des séries, comme vous avez pu voir je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, donc après des fois entre ça plus le boulot, la vie de famille, les amis, tout ça, c'est un peu difficile de tout lire, donc des fois il y a certaines séries qui prennent du retard et je me rattrape sur le long terme, hein, comme la série qui sera dans le focus à la fin de cette émission. C'est pareil, que c'est une série qui sortait tous les mois, que j'achetais tous les mois, mais que finalement j'ai lu tous les tomes que peu de temps avant la sortie du dernier tome pour me mettre à jour. Donc voilà, donc pour ces 20 premières 20 sorties à peu près du mois, encore une fois comme le mois dernier, on a droit aux trois palettes du secteur, puisque ce mois-ci nous avons le troisième tome de Sentai School qui est sorti. Donc voilà, du franco-belge, ce sera rare, hein, vous voyez, une fois que Sentai School sera à jour, enfin les 5 anciens tomes seront tous sortis, vous n'en verrez plus beaucoup du franco-belge dans cette émission, puisque j'en lis pas beaucoup. Donc là, le troisième tome, on va dire qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que les deux premiers étaient plus un peu des petites historiettes sympathiques. Et là, pour ce tome 3, on est dans une intrigue au long cours, puisque, là, comme on le voit sur la jaquette, Matt Ban, le concierge, ou mascotte, ou Dieu sait quoi, on ne sait pas trop ce que c'est en fait jusqu'à présent, de la Sentai School, est arrêté pour trahison envers les États-Unis, ce pauvre Matt Ban. Et donc il y a l'ensemble des élèves qui partent aux États-Unis pour essayer de sauver Batman au cours de ce procès. Donc voilà, on a une intrigue un peu sur le long cours, même si on continue à avoir des petites histoires individuelles qui font partie de l'ensemble du périple. Donc voilà, franchement, pour moi, ce tome-là, je pense que c'est le meilleur de la série jusque-là, parce que il a des tas de moments épiques, il introduit certains persos complètement what the fuck, et il y a certaines évolutions que ça c'est rigolo, notamment l'évolution de Keiji, là, qu'on peut voir là, qui franchement m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, le tome 3 de Sentai School. Si vous avez aimé les deux premiers, vous adorerez. Si jamais les deux premiers vous ont laissé un peu perplexe, franchement, celui-là, je le trouve très très bon. Mais bon, le fait qu'ils sont aux États-Unis, il y a beaucoup de références sur l'univers des comics, donc c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, encore chapeau Philippe et Flo, c'est encore du très très bon boulot. C'est vrai que de relire ces vieux tomes, je me dis putain, vivement qu'il sort le tome 6 pour qu'on sache la suite. Voilà, donc c'était le franco-belge, vous voyez, ça a été très vite. Donc maintenant, on va passer au plat de résistance avec le manga qui va constituer le gros du mois. Donc on va commencer par les nouveautés. Donc je vous en avais parlé le mois dernier, c'était une nouveauté en fait de février, mais que j'avais pas encore eu le temps de lire. Donc ça y est, j'ai rattrapé. C'est Remember tome 1. Alors là, c'est encore un petit peu le côté étudiants enfin lycéens plutôt, qui se retrouvent embringués dans une histoire un peu fantastique où ils mettent leur vie en jeu. Là, la petite nouveauté, c'est qu'en fait, c'est un peu, enfin, dans certains aspects, ça ressemble un petit peu à Freddy les Griffes de la Nuit, on va dire. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que donc il y a un groupe de 5 ou 6 lycéens, je me souviens plus, qui se retrouvent. En fait, il y a une amie, une amie de classe, une camarade de classe qui allait venir les voir un par un en leur disant retrouvez mon corps. Et en fait, dans leur lycée, il y a une légende urbaine, entre guillemets, qui parle de la rouge sang,
qui serait une créature qui errerait dans le lycée et qui s'attaquerait aux élèves isolés, qui les tuerait et qui en fait du coup imposerait à d'autres élèves de retrouver les différents membres découpés du corps de cette personne. Et donc voilà, on suit les héros qui sont imprégnés là-dedans, sauf qu'en fait, donc du coup ils sont obligés de fouiller le lycée pour retrouver les différentes parties du corps de leurs camarades, tout en étant coursés par la rouge sang. Et en fait, la petite subtilité, c'est que, en gros, bon, même s'il meurt, en fait, à partir du moment où le jeu n'est pas fini, il recommence la journée depuis le départ, comme si c'est un peu un jour sans fin. C'est un jour sans fin ultra glauque. Donc, j'ai trouvé l'idée intéressante. La rouge sang, elle est vraiment flippante comme adversaire. Elle a un petit côté en plus là, qui lui donne plus de cachet, par exemple une Sadako ou le monstre de The Grudge, qui sont tous les deux quand même assez flippants dans leur genre, mais là il y a le petit truc en plus qui fait que vraiment on est bien pris dedans. Et puis voilà, c'est pas le truc de ils meurent tous un par un, mon dieu, mais qui va survivre. Là, ce qui est pas mal, c'est qu'en gros, à chaque soirée d'horreur, ils vont potentiellement tous mourir. Donc en fait, c'est plutôt savoir comment ils vont récupérer petit à petit les différents bouts, comment comment dire, les relations entre eux vont évoluer, parce que forcément, s'il meurt un soir et se retrouve le lendemain, et par exemple le mec qui a fait un coup de pute ce soir-là, le lendemain, bah, les gens ils vont lui dire hey, oh, là je suis mort à cause de toi, c'est quoi ce bazar? Donc ça peut être intéressant sur le long terme, ça peut changer un peu de ce type de série qu'on voit beaucoup quand même en ce moment, hein, le coup des lycéens qui se font bringuer dans des trucs un peu de massacre. Là ça change pas mal. Donc voilà, le premier tome m'a bien convaincu, donc maintenant on va voir sur le long terme si ça continue sur la lancée. En tout cas, pour un premier tome, c'était pas mal. Voilà pour la nouveauté du mois. Donc maintenant, on va parler des séries qui continuent. Donc on commence par Bleach, le tome 67. Alors là, le niveau remonte beaucoup après le tome 66. En même temps, c'était pas difficile, tellement le 66 était pourri. Donc là, on suit en fait le combat des membres de la division 0 donc contre Iwak et c'est son élite de Quincy qui a pris d'assaut le palais du Soul King. Et donc bon, là les combats forcément sont plus sympas puisque c'est des gros calibres, on va dire, c'est pas des petites merdes comme dans le tome d'avant. Mais par contre, voilà, l'auteur il est en train de retomber dans le même travers qu'il y avait eu dans l'arc avec les Arrancar et Aizen, c'est-à-dire que le méchant il est over-cheaté quoi. C'est le mec, il se bat contre les mecs les plus chauds, notamment là, celui qu'on voit là, c'est le chef de la division 0, la division 0 c'est censé être l'élite de l'élite des Shinigami, et lui c'est leur chef, donc je vous laisse imaginer le niveau du mec. Et ben, il sort tout son éventail de techniques. On voit que c'est un surbourrin. N'importe quel mec se ferait dézinguer en 2 secondes. Et Iwak, même pas, il transpire, quoi. Le gars, il s'en prend de tous les côtés, mais même pas, il est inquiété un seul moment. Et ça a été le même problème avec Aizen dans la saison d'avant. C'est que pareil, le mec, tu pouvais lui mettre des gars super forts en face, il y avait des bankai de folie, que tu te dis que n'importe qui pourrait pas y résister. Maintenant, lui, même pas mal, même pas peur. Ah ouais, trop simple. Bah là, c'est pareil. Iwak, il est sur-cheaté. Et quand je vois ça, je me dis, voilà, comment ils vont faire en faisant un méchant aussi balèze pour que les héros gagnent. Ils vont nous sortir, voilà, comme d'habitude, voilà, c'est du shonen, c'est le Ichigo qui va le buter, Iwak. Mais tu sens que voilà, ça va encore sortir de nulle part. C'est tous les mecs qui étaient vachement plus forts que le héros, et ben ils vont pas réussir à le battre. Et le héros il va y arriver, quoi. Je le sens bien gros comme une maison. Alors c'est dommage parce que voilà, comme on dit toujours, Tite Kubo il est très fort pour créer des personnages bien classe, bien puissants, et à chaque fois, bah, ça tombe un peu à plat, quoi, sous l'autel du héros tout puissant. Donc c'est un peu dommage. Bon, voilà, un tome 67 qui était un peu plus intéressant, qui fait vraiment avancer l'histoire de manière intéressante. Mais disons que j'avoue que on va dire qu'on arrive au moment de l'histoire où là ça fait trop quoi, c'est too much, donc il serait temps que ça se termine. Malheureusement je suis les scans et c'est très loin d'être fini, hein. Après le 67 il y a encore au moins, je serais temps de dire une bonne vingtaine de tomes, donc voilà on va finir entre 80 et 90 tomes au final Bleach, et il y en a une bonne trentaine de trop. Voilà, bon ben, de toute façon, si vous connaissez Bleach, si vous êtes arrivé jusqu'au tome 67, voilà, celui-là, il vous fera bien plaisir, je pense. Si déjà vous n'avez pas trop accroché avec l'arc des Shinigami à la Soul Society, laissez tomber parce que ça va pas en s'améliorant.
Voilà, donc ça c'était Bleach. Ensuite, Darwin's Game, le tome 8. Alors bon, là ça sort assez lentement, parce qu'on a rattrapé la série au Japon, qui, bon, vu les tailles des chapitres, il doit faire une cinquantaine de pages, ça va sûrement être publié dans un mensuel, voire plus, donc c'est pas publié très vite. Bah si, voilà, aussi le côté que ce soit des chapitres longs, etc., ça va très très vite. C'est vrai que c'est surprenant, au bout de 8 tomes, de voir l'équipe de héros, surtout le héros, parce qu'au début de la série de Darwin's Game, voilà, pour vous expliquer Darwin's Game, donc Darwin's Game c'est un jeu sur téléphone. Et en fait, quand on s'y inscrit, il y a un serpent qui sort du téléphone, qui vous mord et qui vous fait participer au Darwin's Game. Donc vous pouvez potentiellement être défié par des gens, vous pouvez intégrer un clan, il y a des batailles de clans, des batailles individuelles, il y a des quêtes, enfin des fois il y a des quêtes, où il y a des missions qui sont organisées, où il faut trouver un objet, et c'est à l'équipe ou le joueur qui va le trouver, qui aura un bonus. Bah, tout ça, mais donc avec chacun qui risque sa vie. Donc là voilà, ils ont changé par rapport pareil au truc du héros qui se trouve embringué dans ce genre de truc comme ça peut être dans Gantz par exemple. Là voilà, ce qui est différent, c'est qu'il y a tout le côté un peu jeu vidéo qui est assez intéressant et original. Chaque personne qui participe au Darwin's Game a accès à un pouvoir spécifique. Et donc le pouvoir du héros, bon, il est intéressant, hein, c'est qu'il peut matérialiser n'importe quelle arme à laquelle il pense. Mais donc voilà, au début de la série, il débute dans le Darwin's Game. Et en 8 tomes, le gars, voilà, il est arrivé au niveau des meilleurs joueurs du classement. Donc c'est très très rapide. Bon, c'est vrai que ça change du héros qui est une merde pendant 40 tomes et qui devient bon qu'à la fin. Donc c'est pas mal, ça va vite. Mais c'est vrai que d'un certain côté, ça peut paraître bizarre. Maintenant, voilà, ce qui est intéressant, cette série, ce que je trouve vraiment sympathique, c'est voilà, tout le côté du Darwin's Game. On laisse entendre que le Darwin's Game, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et que justement, comme son nom l'indique, c'est en gros, c'est la loi de l'évolution. Si seuls les plus forts peuvent survivre. Euh, et donc voilà, c'est tout le mystère qu'il y a derrière le Darwin's Game, c'est-à-dire qui c'est qui organise ce jeu, qui c'est qui peut avoir le pouvoir de mettre en place un truc pareil, sachant que quand il y a des missions de Darwin's Game, c'est un peu comme dans Gantz, c'est-à-dire que ils sont complètement isolés du reste du monde, les gens ne savent pas ce qui se passe, donc ça, c'est vrai que du coup ça peut être très intéressant. Il y a malgré tout il y a la police qui enquête là-dessus, donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté mystérieux qui est autour de ce jeu et de ses organisateurs qui est assez sympa, qui fait que moi j'accroche bien à la série. Donc là, à mon avis, le tome 9, il est pas prêt de sortir en France parce que je crois qu'il est même pas sorti au Japon de mémoire. Donc on va avoir une grosse pause sur Darwin's Game. Là, les événements dans le tome 8 ont pas mal changé la donne sur ce qui se passe dans le jeu. Donc ça va être assez intéressant de découvrir comment tout cela va évoluer. Voilà, donc ensuite, un habitué de cette émission, mais bon, on est bientôt à la fin de la saison 4, donc on en parle bientôt plus, c'est Hippo, avec le tome 18, donc voilà, nous ne sommes plus qu'à 3 tomes de la fin. Donc là, c'est vraiment la toute fin des préparatifs pour le combat de la défense du titre de Takamura et le fameux match entre Randy Boy Jr. et Miyata. Donc voilà, bah, ça continue son petit bonhomme de chemin. Il y a le personnage de Sendo qui est ici, qui est un personnage assez sympathique, parce que voilà, donc à côté d'un Miyata sûr de lui et d'un Hippo qui lui est toujours un petit peu réservé. Sendo, voilà, c'est le mec sûr de lui, fort en gueule, et ça change un peu. Voilà, là, il est vraiment mis en avant là-dedans, dans ce tome, puisqu'il va aider Miyata à se préparer. Et c'est sympa, voilà. C'est ça que moi j'ai toujours aimé dans Hippo, c'est qu'il y a un cheptel de personnages secondaires qui réapparaissent au fur et à mesure de la série, et c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien, c'est toujours sympathique. Donc là, d'avoir Sendo mis en avant un peu, ça change pas mal. Donc dans le prochain tome, ça y est, on va partir enfin dans les combats. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir le combat entre Miyata et Randy Boy, parce que c'est vraiment présenté comme un choc des titans, quoi. Donc je pense que les 3 derniers tomes de cette saison 4 vont vraiment être sympathiques. Donc j'ai hâte de voir ça dans les prochains mois. Ensuite, je vous avais parlé d'une nouveauté toute récente qui était Kassané. Donc le tome 2 est sorti et ça continue, ça plonge encore plus dans l'intrigue. Voilà, le tome 1 c'était vraiment une mise en bouche. Là dans le tome 2, là, la mise en place ça commence. En fait, à la fin du tome 1, Kassané rencontrait un ancien impresario qui visiblement connaissait sa mère et était au courant du secret du rouge à lèvres. Et en fait, dans ce tome 2, il lui présente une actrice qui est super mignonne mais qui est en fait qui est déjà au maximum de ce qu'elle peut faire, donc elle pourra jamais vraiment percer. Et donc en fait, il y a une sorte de deal qui se crée entre Kassané et cette fille, en disant bah toi tu joues mieux que moi, donc je te prête mon visage pour que tu puisses percer dans le milieu du théâtre. Euh, et donc c'est mon nom qui sera connu. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, là, on creuse vraiment dans la problématique de fond de l'intrigue, c'est qu'effectivement Kassané avec son pouvoir, elle peut voler le visage de quelqu'un d'autre. Mais voilà, elle pourra briller comme elle veut, elle peut avoir un talent fou au théâtre, ce sera jamais elle qui le fera, elle va le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre.
Et c'est tout ce qu'on voit dans ce tome 2, cette dichotomie, comme voilà, la fille à qui elle pique le visage, elle est jalouse de Kasane parce qu'elle a un talent formidable, elle aimerait être à sa place et que ce soit elle qui brille et pas Kasane. Et au contraire, là, à l'inverse, Kasane, donc elle est sur son visage, à cette fille, elle veut y arriver, mais voilà, elle se dit que malgré tout, elle n'aurait pas ce visage-là, elle pourrait pas faire tout ce qu'elle fait. Donc là, dans le tome 2, on plonge vraiment dans l'intrigue, dans le fond de l'histoire et du message que veut porter l'auteur. Et c'est vraiment, voilà, j'étais pris dedans pendant tout le tome 2. À la fin, ça se termine, je me laisse présager un petit bond dans le temps de plusieurs mois. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça peut évoluer pendant ce mois, les différents personnages. En tout cas, voilà, c'est vrai que le tome 1, ça avait été une jolie révélation. J'avais vraiment hâte de lire la suite. Et le tome 2 continue sur la lancée. Donc, franchement, très bon choix, Ki-hoon. C'est une très très bonne série. Franchement, Kasane, ça change. En plus, voilà, je vous conseille que ça change de ce qu'on voit habituellement. Et franchement, c'est bien fait, c'est bien écrit, ça se lit sans fin. Voilà, ensuite, le seul shoujo dont je parle, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais bon, pour l'instant, voilà, j'en ai pas beaucoup. Le 18e et avant-dernier tome de Love Mission, et oui, c'est fini avec le prochain tome. Et bah, ce tome 18, je pense que c'est le meilleur de la série. C'est dommage de se dire que, bon, ça veut dire que sur la fin, ça devient vraiment top. Mais donc voilà, ce tome-là cristallise tout ce qui a été développé avant. C'est-à-dire le fait que pour pouvoir écrire son roman, elle s'était servie de son copain, enfin qui n'était pas encore son copain à l'époque, son camarade de classe pour y arriver. Et donc voilà, là, ça finit par lui revenir à la figure, parce que le personnage qu'on voit derrière, là, qui est Ayame, donc qui est le frère de son copain, donc Shigure, voilà, je vais essayer de me souvenir son nom, lui fait un chantage, en gros, en lui disant si tu fais pas ce que je te dis, je dirai à mon frère que tu t'es servi de lui pour écrire tes romans. Et donc toute cette intrigue-là, qui du coup, ben, forcément, on ne sait pas comment le Shigure va le prendre, d'apprendre que Yukina s'est servi de lui, est-ce que ça va arriver ou pas. Et en fond, il y a cette histoire que, en fait, elle, en tant qu'auteur de romans sur portable, elle se retrouve dans un duel avec un autre auteur. Et là, c'est le climax où les deux participent à un débat télévisé pour en fait essayer d'arracher la victoire, que ce soit son roman ou le sien qui soit adapté en film. Donc voilà, ça va, ce tome-là, il reprend tous les enjeux qu'avait pu connaître la série, il cristallise tout dans un tome. Donc voilà, franchement, le tome 18 de Love Mission, il est très très bon. D'ailleurs, c'est vrai que c'était ça qui m'avait motivé à lire la série, c'est que j'avais vu en scan les tomes 17 et 18, donc j'avais vu enfin au moins le début du tome 18, donc j'avais vu que vraiment c'était pas mal. Mais c'est ça qui m'avait motivé à regarder à lire le manga. Bon, c'est vrai que du coup j'ai vu la partie la plus intéressante et c'est ça qui m'a motivé. Bon, du coup, c'est vrai que ça motive à lire la suite. Mais en tout cas, voilà, si vous avez lu Love Mission, cet avant-dernier tome est vraiment très très bon. Ça laisse présager de bonnes choses pour le dernier tome. On va voir comment tout ça va se conclure. En tout cas, voilà, moi je dis chapeau parce que c'est vrai que des fois, dans les shoujo, ils ont tendance à trop faire traîner. Et c'est pas forcément trop. Là, il y a eu quelques longueurs un petit peu avant, mais donc voilà, ça a permis d'amener là où ça en est là. Donc franchement, c'est du bon boulot. J'ai hâte de voir comment ce manga va se terminer. Voilà, le dernier shoujo que j'ai en cours. Après, ce sera une petite pause. Donc on verra si j'arrive à retrouver des shoujo qui m'intéressent plus tard. On approche de la fin là aussi. Avec Naruto, le tome 70, donc là c'est le début de la fin, et c'est vraiment le cas de le dire, puisque là on atteint les bas-fonds du tirage de corde qu'a été cette série. Il a fait traîner la troisième guerre ninja beaucoup trop longtemps à mon goût. Là on est arrivé au combat final contre Madara, on disait ça va être fini, bah non, alors que ça aurait pu se terminer là, non, il nous a sorti un méchant du chapeau, ni vu ni connu. On te fout ça, on te sort des histoires du passé. Je vais pas trop rentrer dans le détail là parce que je pense qu'il y aura des choses à dire. Je me ferai un petit focus pour le dernier tome de Naruto parce que voilà, c'est quand même une série qui aura marqué le paysage du manga. Donc ça méritera son petit focus, je rentrerai plus dans le détail. Mais donc il se passe des choses dans ce tome qui vont quand même à l'encontre de ce qu'était le message de la série au départ et c'est franchement dommage. Donc voilà, le tome en lui-même fait de la grosse baston. De toute façon, on continue dans la baston. Ça reste toujours bien dessiné, les combats restent sympathiques, mais voilà, ça traîne. Il est vraiment temps que ça se termine. Donc voilà, plus que 2 tomes et Naruto c'est fini. Donc voilà, il était temps. Autre série fleuve, mais là qui est loin d'être terminée, celle-là c'est One Piece. Alors là avec ce tome 78, on arrive à la fin de l'arc de Dressrosa. Alors cet arc partait très bien, puisque le combat contre Don Flamingo était quelque chose qui était quand même attendu depuis très longtemps. Alors, c'est devenu un petit peu, c'est la force et un petit peu la faiblesse de One Piece, on va dire, c'est que
ces arcs qui sont très très attendus. L'arc de Dressrosa, il a duré facilement plus d'une année de publication, si c'est pas deux. Donc c'est vrai que du coup ça a duré très 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 longtemps parce que voilà, il y a le truc, ils arrivent sur l'île, ils expliquent tout le passif de l'île, savoir comment ils en sont arrivés là, et après ils commencent à préparer ce qui va amener au combat, et après il y a le combat contre tous les seconds. Donc c'est vrai que là on arrive à un niveau où, vu les mecs qu'ils affrontent, il y a un sacré équipage, c'est pas mal effectivement, il y a eu pas mal de combats, ça a mis en avant tout l'équipage de Chapeau de Paille, et également tout un tas de personnages secondaires qu'on peut voir ici notamment. Et c'est vrai que ça par contre c'était original, ça changeait un peu des arcs, des autres arcs. Et donc là, dans ce tome-là, on assiste donc quasiment à la fin du combat entre Luffy et Don Flamingo. Donc ça devrait se conclure dans le 79e tome. Et c'est vrai qu'il était temps que ça se termine parce que malgré tout, ça commençait à être assez long. Même si c'était un très bon arc, il y avait des bons personnages, c'était sympa. Mais 2 ans sur le même arc, c'est long. C'est long. Je veux dire, là, voilà, cet arc-là, il a commencé au tome 69, si je me souviens bien. Donc avec 10 tomes sur la même histoire, même ça commence à faire long. Mais ce qui est bien, voilà, avec cette série, ce que j'aime beaucoup par rapport à un Naruto ou à un Bleach, c'est que même quand on va dire qu'il y a un petit coup de mou, ça reste prenant. L'auteur arrive à se renouveler, il arrive à lancer des nouvelles histoires régulièrement, mais qui restent dans la continuité, et sans forcément après non plus nous sortir des méchants overcheatés. Donc Flamingo, il est fort, oui, et c'est normal, c'est un des 7 capitaines corsaires, donc c'est normal que ce soit pas un Mickey, mais maintenant il n'est pas imbattable. Le combat il est rude, mais on dit que c'est un ennemi à la portée des héros. Alors après, on va voir si ça continue ça va continuer comme ça, parce que notamment, là aussi je dis un peu les scans, en parallèle, ils ont introduit les derniers empereurs, parce que dans l'univers de One Piece, pour ceux qui suivent, il y a 4 empereurs pirates qui sont vraiment les mecs les plus forts. Il y a le fameux Shanks le Roux qu'on voit depuis le début de la série, qui est celui qui a sauvé Luffy. Il y avait Barbe Blanche, donc, qui a été remplacé par Barbe Noire, et il y en a 2 derniers qui sont Big Mama ou Big Mom, et Kaido. Donc Kaido, on l'a vu dans les derniers scans, et apparemment, les entendre, c'est que le mec, c'est un surbourrin, quoi. Il est peut-être même encore plus fort que ce qui était Barbe Blanche, qui était déjà bien fort. Donc évidemment, il faudra voir si le jour où les héros devront affronter Kaido, voir si Kaido, c'est là comme il le présente, c'est vrai que voilà, ça serait pensé que le mec il est imbattable, quoi. Donc après on verra comment ça se développe et voir s'il va éviter de tomber dans l'écueil, voilà, comme je disais pour Iwak dans Bleach ou Madara dans Naruto, que pareil, Madara au bout d'un moment, dès qu'il était tellement surpuissant, on comprend pas comment ils peuvent le battre, quoi. Donc voilà, mais par contre, voilà, moi, One Piece, c'est toujours plaisant. Voilà, au bout de 78 tomes, moi, j'ai pas du tout hâte que ça se termine. Il pourrait encore avoir 50 tomes derrière, que ça ne me dérangerait pas, parce que voilà, les personnages sont sympas, les intrigues sont sympas. Donc franchement, One Piece, ça restera pour moi l'un des meilleurs shonen de tous les temps. Voilà, c'est dit, c'est écrit. One Piece, l'un des meilleurs shonen de tous les temps. Grosse déception, là, ici, le 3e et dernier tome de Secret. Donc notre ami Tonagai, qui est aussi connu pour Judge et pour Dopt. Moi j'avais acheté Secret parce que voilà, j'avais commencé par Judge, moi j'ai pas commencé par Dopt. J'ai lu Judge, j'avais bien aimé, je trouvais ça sympathique. J'avais essayé Dopt qui était sympa aussi. Donc c'est vrai que Secret, je me dis ben tiens pourquoi pas, on va continuer. En plus c'est que 3 tomes, donc je m'engage pas grand chose. Mais au final, c'était très nul. Franchement c'était très 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 nul. Voilà, le pitch de base pour vous expliquer, c'est que il y a une classe qui partait en excursion pour un voyage de classe, et le bus a eu un accident et quasiment toute la classe est morte, à l'exception de 6 personnes. Donc ces 6 élèves donc retournent à l'école, forcément ils ont droit à une aide psychologique, et là la première page du manga, c'est en fait un psychologue qui leur dit: je sais qu'il y a 3 meurtriers parmi vous, et si vous vous dénoncez pas, je vous laisse une semaine pour vous dénoncer, et si vous le faites pas, ben, j'irai voir la police. Donc en fait, l'ensemble de ces l'histoire, en fait, les héros essaient de savoir qui sont les fameux meurtriers, et donc chacun va revenir sur l'expérience qu'il a vécue lors de cet accident de bus, qui a changé leur vie de différentes façons, et donc découvrir qui dans les 6 fait partie des fameux 3 assassins. Alors après, au fur et à mesure, derrière se met en place une histoire que visiblement le psy en question, il cacherait quelque chose, et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est assez vite expliqué. Là, dans Judge et dans Dopt, il y avait quand même la surprise, à la fin, il y avait une surprise, quoi, qu'on s'y attendait pas. Là, dans Secret, on voit tout venir, même la chute, elle est ridicule à souhait. Non, franchement, là, sur Secret, il m'a déçu. Tonagai, j'avais beaucoup aimé Judge et Dopt,
Mais là, Secret, non, franchement, zéro pointé, là, franchement. Si vous devez lire des titres de lui, voilà, je vous dis, lisez les deux autres, parce que franchement, Secret, j'ai pas du tout accroché. Le méchant à la fin, il en est même ridicule. Donc franchement, t'as pas bien joué le coup cette fois-ci, Yoshiki. Là où par contre ça s'améliore, c'est pour le titre d'après, c'est Tokyo Ghoul le tome 2. Donc je vous avais parlé quand le tome 1 était sorti, je vous avais dit que bah, forcément ça remettait en place de nouveaux persos, ça relançait les intrigues, donc bon, c'était pas génial, on va dire, mais c'était intriguant. Là par contre le tome 2, il passe la seconde, même plus, il passe même la troisième ou la quatrième, parce que là les choses s'accélèrent, on a droit à une grosse mission des colombes face à un groupe assez conséquent de ghouls. Et là franchement voilà, ce tome 2, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais quand je lisais la série originale. Donc là franchement ça y est, c'est reparti à fond les ballons. Et j'ai vraiment hâte de voir comment va évoluer cette série, parce que la fin de Tokyo Ghoul laissait présager vraiment de bonnes choses. Et donc là c'est sympa de voir commencer à aller à explorer les histoires laissées en suspens à la fin de Tokyo Ghoul. Donc franchement un excellent tome 2, et j'ai hâte de lire le tome 3, parce que franchement ce tome 2 était vraiment bien sympa, avec des bons combats, toujours une bonne galerie de persos. Là, qu'il est très fort l'auteur pour créer une galerie de persos sympa. Donc voilà, franchement le tome 1 m'avait laissé un peu dubitatif et un peu dans l'attente. Là le tome 2 est vraiment excellent. Voilà. Donc c'était les mangas. Donc maintenant on va finir. Oh, il y en a quand même un petit paquet. Hein. En fait, je pense comics manga, c'est à peu près au même niveau. Donc les comics, on va commencer déjà avec 2 tomes de Batman. Donc le premier, non, il y a le petit bandeau promotionnel. Alors c'est Dark Knight 3, The Master Race, le tome 1. Donc pour ceux qui sont un peu familiers de l'univers de Batman, le Batman de Frank Miller avec Dark Knight Returns et The Dark Knight Strike Again, ça fait partie des titres chocs sur Batman. C'est vraiment le Batman sombre. D'ailleurs, c'est de ce Batman-là qu'ils se sont un peu inspirés pour faire celui qu'on voit dans Batman vs Superman. Donc je reviendrai prochainement sur le film, donc qu'est-ce qu'on regarde ce soir, puisque j'ai eu l'occasion de le voir. Donc voilà, donc c'est vraiment iconique. Et quand ils ont annoncé qu'un 3e volet de la saga de Frank Miller est arrivé, bon, d'un côté ça a un peu fait un choc, quoi. Parce que d'un côté, voilà, la première série avait été très très bien accueillie, la deuxième était assez particulière. Moi, j'avoue que Strike Again, j'ai un peu moyennement accroché. Donc c'est vrai que c'était assez bien entendu, et en même temps il y en a beaucoup qui pensaient ouais voilà, c'est pour exploiter le filon, parce que Frank Miller machin, sauf que là il fait pas tout seul. Frank Miller, là il participe au scénario, mais il est pas tout seul. Vous voyez, il y a aussi Brian Azzarello qui est connu, qui a travaillé sur une des séries de Before Watchmen, il a travaillé sur 100 Bullets, donc il est habitué un peu au polar noir. Mais donc là il écrit avec Frank Miller, et au niveau de dessin ça alterne entre Andy Kubert et Klaus Johnson. C'est pas un dessinateur, lui, je crois que c'est un coloriste de mémoire, ne dites pas de bêtises. Ah non, bon, en vrai, c'est un dessinateur, donc je dis de la merde. Andy Kubert, j'aime beaucoup son style. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître pas bizarre. Là, franchement, là, bon, là, par contre, j'avoue que pour le sortir rapidement, Urban, oui, ils nous ont sorti un tome Rikiki qui en fait prend juste 2 chapitres de la série américaine. Donc ça doit faire une 60aine de pages en tout. Donc ils nous annoncent 96 pages quand même. Hein. Donc, je sais pas où ils sont allés chercher les 96. Mais bon, c'est dommage, ça fait un peu Rikiki. On veut le sortir vite, mais bon, ces 2 premiers tomes, ça commence à mettre en place l'intrigue. J'accroche déjà plus qu'à Strike Again, là c'est un peu plus sympathique. Et je vais pas vous gâcher le plaisir, mais la fameuse Master Race du titre est présentée de manière assez intéressante, donc ça va être pas mal de voir comment ils vont explorer ça. En tout cas, voilà, bon, ce premier tome est peut-être pas mal, ça présente bien les choses. Après, à voir, est-ce que vous voulez l'acheter maintenant? À mon avis, je pense que peut-être que dans quelques mois, quand la série sera terminée, peut-être qu'ils sortiront une absolute ou un truc dans ce genre qui reprendra tous les volumes et tous les épisodes. Donc peut-être ça vaut peut-être le coup d'attendre, mais en tout cas, ouais, sinon si vous avez bien aimé Dark Knight Returns, moi franchement Master Race j'ai bien kiffé, c'était un moment très agréable de lecture. Donc dans les sorties du mois, il y avait aussi Ronin de Frank Miller, mais je vous en parlerai pas parce que j'ai pas fini de le lire. J'ai lu que les 2 premiers chapitres, mais ils sont très longs. J'avoue que personnellement j'accroche pas trop sur Ronin, mais j'y reviendrai. Est-ce qu'on verra peut-être que les 4 derniers tomes seront un petit peu mieux. Mais du coup voilà, juste quand j'étais sur Frank Miller, il y aurait dû avoir ça, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. Donc ensuite la deuxième sortie sur Batman, qui était une sortie en fait d'avril, puisqu'elle est sortie officiellement le 1er avril, mais on a pu le trouver en kiosque dès le mercredi d'avant. Donc comme ça a été le cas que je l'ai lu avant, bah pour moi c'est une sortie de mars. Donc c'est Décrit dans la nuit. Alors ça c'est une vieille histoire de Batman qui date d'une dizaine d'années, je pense, j'ai pas la date là, qui est sortie que maintenant.
En fait, c'est pas mal parce que ça fait partie, voilà, de ces histoires un peu de Batman, ils sont un petit peu intemporels, on va dire, et où Batman enquête sur un peu des crimes de la vie de tous les jours. Là, il y a pas de super vilain, il n'y a pas de Joker, il n'y a pas de double face, il n'y a pas tout ça. Là, c'est juste Batman et Gordon qui enquêtent parallèlement sur des crimes qui, a priori, ne sont pas forcément liés, et au final, ils vont se retrouver de manière assez inattendue et tout en traitant en fond sur de la maltraitance sur les enfants infantiles. Donc ça c'est pas mal. Donc, je trouve que quand les super-héros s'attaquent à ce genre de sujet, alors là c'est vrai que c'est très bavard, c'est très lent, mais je trouve que l'idée de fond, justement des cris dans la nuit, c'est des cris des enfants battus qui sont ignorés, alors que pourtant les statistiques prouvent que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Je trouvais ça vraiment, ça change un peu, c'était pas mal. Donc franchement, puis c'est une histoire courte. Là, pareil, c'est comme Master Race, fait que 96 pages. C'est une histoire en un tome, voilà, donc il change un peu. Et c'est rigolo, c'est que, enfin rigolo, le thème est pas rigolo, hein, mais donc c'est intéressant parce qu'en fait le même mois, on a eu une sortie de Daredevil, là aussi, qui était une histoire pareil, un peu indépendante de Daredevil, qui était sortie à l'époque où Brian Michael Bendis était sur la série. Et ça, j'y reviendrai le mois prochain. Et en fait, dans cette histoire, bah, ça s'inspire d'une histoire vraie, qui était le procès des trois de Memphis, je crois. Je me souviens plus exactement, mais c'est une histoire vraie. Où en fait, voilà, ils ont simplifié, mais dans la vraie histoire, c'était trois jeunes enfants qui étaient retrouvés morts, hein, et que du coup, bah, il y avait tout un procès derrière, une personne qui avait été accusée d'être les responsables. Alors que c'était pas forcément le cas. Donc là, Daredevil, c'est pareil. En fait, c'est un gamin qui se fait tuer dans une ville, la ville de Redemption Valley. Et forcément, il y a un groupe de jeunes un peu, comment dire, on va pas dire asociaux, mais anticonformistes, voilà, qui sont en dehors. Forcément, ils aiment le hard rock. Donc, ils sont dans une communauté ultra religieuse. On va dire que c'est des responsables tout trouvés. Et en fait, Daredevil est contacté par la mère d'un des accusés, qui est absolument sûr de l'innocence de son fils, qui demande à Matt Murdock de venir enquêter. Donc voilà, donc du coup, il y a toute l'histoire, en gros, voilà, d'un assassinat d'enfants dans une communauté un peu ultra conservatrice, et donc Daredevil qui essaye de tirer le vrai du faux. Donc là aussi, c'est une histoire en 6 chapitres. Donc là, vous avez l'intégralité de l'histoire dans ce tome. Là aussi, voilà, ça change. Il n'y a pas là non plus pas de super vilain, quoi que ce soit. C'est juste les super héros qui se trouvent devant des faits divers du quotidien. Donc je trouve que ça change. Et voilà, ça c'était très très bien écrit. L'auteur David Hein, il a fait pas mal de petites choses. Bon là, j'ai pas vraiment de nom qui me vient en tête. Ils disent qu'il a travaillé sur Spider-Man noir, mais je l'ai pas lu. Donc, mais moi, j'avais déjà lu des histoires de lui, donc j'avais un bon a priori. C'est dessiné par Michael Gaydos, qui avait travaillé sur la série Alias, hein, donc laquelle est dérivée la série live Jessica Jones. J'ai beaucoup aimé son travail sur cette série, donc je me suis essayé de tenter. Et franchement, c'est du très bon Daredevil, donc franchement, je vous le conseille. Donc là aussi, c'est un peu un habitué depuis que j'ai commencé cette série, c'est Secret Wars. Il continue son petit bonhomme de chemin, que c'est fois-ci le 3e tome sur 5, donc ça y est, on a passé la moitié du crossover. Les choses s'accélèrent, on sent qu'on approche de la fin. Et voilà, franchement, ça reste excellent. Pour Secret Wars, ça restera très certainement l'un des meilleurs crossovers de ces dernières années. Depuis Civil War, on avait eu peu de droit à tout, du juste bon, du très mauvais ou du moyen. Là, voilà, là on retrouve du très très bon crossover. Vraiment, on va dire, une fin en apothéose pour l'univers Marvel tel qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc là, franchement, Hickman et Ribic font du très très bon boulot. Donc franchement, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, que ça reste toujours excellent, l'histoire avance bien. Donc c'est vrai que plus ça va, plus on se pose vraiment la question de qui va survivre à tout ça et qui va-t-on retrouver dans l'univers Marvel post-Secret Wars. Franchement, voilà, je me suis acheté là, le 4e tome il n'y a pas longtemps, il faut que je le lise là. Donc franchement, plus on avance de la fin, plus ça devient bon. Donc encore du très très bon boulot sur Secret Wars. Ensuite, on a le 6e tome de Star Wars, le magazine. Donc les séries continuent leur petit bonhomme de chemin. Là, ils bouclent les deuxièmes intrigues de chaque histoire. J'avoue que Star Wars, la série Star Wars, c'est vraiment plus de l'aventure. Ça reste sympathique, mais
qui est sympa, c'est bien écrit, mais c'est pas transcendant. Par contre, la série Darth Vader, j'aime beaucoup ce côté intrigue et manipulation du côté obscur, c'est vraiment super bon. Là, franchement, ils font du beau boulot. Tout début, avant qu'ils les sortent, moi, j'étais pas spécialement attiré par Star Wars en comics, parce que j'aime bien les films. Je me suis laissé tenter. Je me dis, allez, ça c'est de l'univers officiel Disney, Lucas. J'ai tenté le coup et c'est vraiment sympa. Et là, dans ce tome-là, ça augure du premier crossover de l'univers Star Wars avec ces deux séries-là qui vont se retrouver dans un crossover qui s'appelle Vador abattu, qui commencera dans le prochain numéro, donc au mois de mai. Voilà, là, ça a bouclé les histoires, ça continue son petit bonhomme de chemin, ça reste toujours aussi sympathique. Donc voilà, Star Wars, une bonne petite lecture que je retrouve avec plaisir tous les 2 mois. Alors là, par contre, autant Secret Wars, ça va de mieux en mieux, autant Ultimate End, ça reste toujours aussi moyen. Bon, là, le chapitre 3, c'est ça, ouais, le chapitre 3 lance enfin quelque chose. Il va peut-être se passer quelque chose dans l'épisode 4. Donc là, pareil, j'ai le tome 4 à lire, donc on va voir si ça bouge. Mais alors, jusqu'à maintenant, voilà, Ultimate End, c'est vraiment on va dire la série la moins intéressante de l'ensemble du magazine. Alors c'est dommage, c'est de cette série-là que le magazine porte son nom. Ben, c'est la moins bonne des autres, puisqu'au final la série sur Carol Danvers, que j'en attendais pas forcément grand-chose, j'aime bien. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Pareil pour la série sur les Inhumains ou la série sur l'escadron sinistre. C'est vraiment sympa, donc c'est dommage. Ultimate End, franchement, l'univers Ultimate pour moi c'était quelque chose un univers vraiment qui m'a apporté pendant toutes mes années comics. Et savoir que cet univers se termine avec cette mini-série, c'est vrai que c'est très frustrant. Donc bon, je vais lui laisser sa chance jusqu'à la fin, hein, mais en tout cas, voilà, bon, 3 épisodes sur 5 et il s'est toujours pas passé grand-chose. Donc franchement, très déçu pour Ultimate End, en plus sachant que c'est du Bendis. Bendis, d'habitude, il sait très bien écrire. Donc là, j'avoue que très 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 déçu par ces mini-séries. Et donc nous allons terminer ce premier tour d'horizon avant de passer sur le focus avec le tome 25 de Walking Dead. Alors là aussi, ça continue son petit bonhomme de chemin. Là, on atteint quand même comment ça s'appelle, un point important, puisque c'est le tome, ce volume-là contient le numéro 150 américain. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des jalons importants, hein, tous les 100 épisodes, tous les 50e épisodes. Donc là, ça continue dans l'histoire avec les chuchoteurs. Alors c'est vrai que le tome 24 c'était conclu sur un choc assez incroyable. Donc là, ça traite le tome 25 entièrement des conséquences de cet événement. Donc on sent une montée en pression tout au long du tome et que ça se termine donc sur le tome 550 qui lance la série dans une nouvelle direction qui va être assez intéressante à suivre, je pense. Donc voilà, franchement là aussi Walking Dead, ça continue son bonhomme de chemin. À chaque nouveau tome, on prend du plaisir. Donc là, par contre, ce tome-là, il n'y a pas énormément d'action. Là, c'est vraiment plus voilà, la psychologie, c'est plus voilà, comment tous les personnages, toutes les communautés qu'on a pu voir dans la série réagissent à l'événement du tome 24 et se préparent pour l'après. Donc voilà, un tome de transition, mais qui laisse augurer du bon. Là, je pense que le prochain story arc qui va commencer dans le tome 26 va bien redynamiser la série. Ça va vers des chemins qui sont très très bons, je pense. Voilà, bah écoutez, j'ai fini ce premier tour d'horizon. Donc maintenant, nous allons passer au focus du mois. Ici à présent dans la dernière partie de ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir, et ce mois-ci pour le focus nous allons revenir sur la série Dragon Quest Emblem of Roto qui s'est terminée donc pour ce mois de mars avec son 21e et dernier opus que je tiens ici, qui est absolument énorme. Vous voyez, il fait le double quasiment d'un tome normal. Et donc voilà, donc vu que c'est terminé, c'est l'occasion de revenir dessus. Alors Emblem of Roto, donc à l'époque, j'en avais entendu parler, je crois que c'était dans un article dans Animeland qui revenait sur la saga Dragon Quest, parce que tout le monde connaît les jeux vidéo qui font partie des 2 grosses sagas, on va dire, de RPG culte avec Final Fantasy et Dragon Quest. Et en fait, donc, dans cet article que j'avais lu, il disait qu'il y avait eu beaucoup d'adaptations manga tirées de la licence, mais que la plupart étaient assez médiocres ou passables, et oubliables plutôt, on va dire. Et il n'y en avait que 2 qui sortaient du lot, donc c'était Emblem of Roto et le fameux Dai no Daiboken, qui est connu plus chez nous en France sous le nom de Fly, puisque le dessin animé était passé à l'époque dans les dernières années du Club Dorothée. C'était sorti, oui, j'avoue, j'ai la première édition. Je sais que pour les puristes, ils vont hurler, puisque la première édition de J'ai lu est absolument horrible. Cet éditeur, c'est un des premiers mangas qu'ils ont sorti, qui sont lancés dans le manga. Ils ont sorti donc Dai no Daiboken et City Hunter, le fameux Nicky Larson. C'est vrai que l'édition était vraiment très kitsch, était vraiment
Voilà, on peut vous montrer un peu le papier. Voilà, c'était des papiers un petit peu, on va dire, de qualité médiocre. Le lettrage était bof bof. Les traductions, des fois, laissaient un peu à désirer. Mais voilà, donc bon, cette édition, c'est sa première édition. J'aurais pu profiter de la réédition chez Tonkam qui se voulait plus proche de la version originale, parce que si ce qui avait un peu choqué à l'époque pour J'ai lu, c'est que les traductions étaient un peu approximatives. Il y avait des noms où ils se sont plantés, notamment le personnage féminin principal de l'équipe qui s'appelle Mam en japonais, il a été traduit à Fuam, donc oui, ils se sont trempés dans le katakana du Fu et du Ma, qui sont proches, mais bon, normalement, un bon traducteur ferait la différence. Mais moi, à l'époque, je ne le savais pas. Il y a ça, il y a tous les noms d'attaque qu'ils ont traduits de manière assez littérale. Notamment, voilà, il y a un personnage, son attaque, c'est le Bloody Scared, et ben, qui est un nom anglais. Dans la version française, ils avaient mis en fait la traduction en katakana, c'était le Bloody Sukurado. Ça faisait très classe, moi j'adorais beaucoup, mais voilà, ça a été une mauvaise traduction, on va dire. Et pareil pour certains personnages, notamment le méchant principal qui était Ban, le dieu du Val. Normalement, il s'appelle Vern, Vearn. Et donc c'est vrai que prononcé à japonais, ça fait Ban. Et ils avaient traduit Ban. Et c'était plein de fautes d'erreurs comme ça. Et donc quand Tonkam a réédité il n'y a pas très très longtemps la série, là ils avaient mis les bons noms, les vrais noms japonais. Mais bon, j'avoue que finalement je m'étais habitué à la version de J'ai lu, et puis bon, racheter toute la série, alors que bon, mes tomes, ils étaient encore d'une bonne qualité, donc bon, peut-être qu'un jour je le ferai. Mais voilà, bon là je m'égare, puisqu'on parle aujourd'hui d'Emblem of Roto et pas de Dino Daiboken. Donc voilà, du coup moi j'avais beaucoup aimé Fly à l'époque, J'ai lu à l'époque quand il est sorti, il sortait un tome par mois, et voilà, tous les mois je trépignais à avoir mon tome de Fly, parce que c'était vraiment, j'adorais. Et c'est vrai que d'avoir lu qu'Emblem of Roto, c'était le deuxième haute bonne série, c'est vrai que mon intérêt avait été un peu titillé. Et j'avais bien envie de le lire, mais donc le manga ayant commencé, il a été publié au Japon de 91 à 97. Donc plus les années passaient, plus je me disais, bon, en fait, on le lira jamais en France. Donc quand Kiyun a annoncé en 2014 qu'ils allaient sortir le manga, donc j'y croyais plus, quoi. 20 ans après, quasiment, enfin même plus de 20 ans après la fin de la série, c'était une bonne surprise, donc je l'ai acheté. Les 2 premiers tomes sont sortis assez rapidement. Après, il y a eu un petit moment de battement, le temps que ça se mette en place, et après la suite est sortie à coup d'un tome tous les mois. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas accroché du tout. J'ai pas du tout aimé. Le début, il est très très lent. Les personnages sont pas forcément très charismatiques. Voilà, donc au tout début, ça se met vraiment en place très lentement. Il n'y a pas vraiment de gros méchants. Il présente le dieu de la terreur. Là, c'est pas le dieu du mal, c'est le dieu de la terreur et ses 4 sbires. Mais ça qu'on les voit très peu, quoi. À part des quelques scènes de réunion, on dit oh mon dieu, mais le héros à russe, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils font pas grand chose dans les 2 premiers tomes. Donc arrivé à la fin du tome 2, je dis bof. Donc j'ai continué un peu. Des fois, ça arrive, il y a des séries, j'accroche pas forcément au début. Puis c'est vrai qu'il y a des séries où j'avais du mal au début, puis sur le long terme, ça m'a bien plu. Donc j'ai souvent tendance à laisser sa chance à la série. Donc j'ai continué petit à petit à acheter les tomes, mais j'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Et tout récemment, voyant qu'on approchait de la fin de la série, j'ai dit bon quand même, faut que je me motive là. J'ai acheté quasiment tous les tomes, faut que je sois à jour pour la sortie du dernier tome. Donc je me suis pris par la main entre guillemets, aussi bien aidé par le fait que les sorties comics étant vachement réduites grâce à Secret Wars, j'avais plus de temps, donc du coup je me suis fixé comme objectif de me lire un tome par jour pour être à jour dans toutes mes lectures à la sortie du 21e tome. J'y suis quasiment arrivé, quand le dernier tome est sorti, je crois qu'il me restait 2 ou 3 tomes à lire. Donc je l'ai lu quasiment dans la foulée, donc ça allait. Et bon, ça a été dur, hein. C'est l'histoire, voilà, globalement. Les premiers tomes, c'est des méchants complètement secondaires qui apparaissent comme ça par là. Mais ce qui est très rigolo, c'est que les héros, c'est des débutants au début, c'est normal. Mais ils se frappent tout de suite des boss improbables qui sont censés être super forts, notamment un des tout premiers gros méchants qu'ils affrontent, c'était l'ancien Big Mauvais qui avait affronté le héros Roto. Donc il est censé être fort le mec, puisque le héros Roto, même bien entraîné avec ses camarades, il s'est battu contre eux, il a un peu galéré. Eux, alors qu'ils sont débutants, ils se battent contre lui, ils arrivent à le battre. Donc c'est ok, c'est bien. Ouais. Après ils affrontent pareil le roi des mers, mais qui a été transformé par un sort du dieu de la terreur, une espèce de monstre improbable, surpuissant. Pareil, ils arrivent à le battre. C'est déconné quoi. Et donc au début on a ça, et c'est à partir du tome 7 ou 8 que ça y est, les gros calibres commencent à arriver. Donc, comme je disais, les gros calibres, c'est les généraux de l'armée du dieu de la terreur. Et là, ça commence à être pas mal, parce que là, on retrouve un peu le trip shonen. Parce que aussi, le problème des premiers tomes, c'est que, outre ce que je disais, les méchants problèmes, c'est que ça fait vraiment RPG. Donc, certes, Dragon Quest, c'est des RPG. C'est bien, ça veut dire que ça, c'est une bonne idée
essayer de garder cet esprit-là dans le manga, mais là c'est trop, quoi. Le monstre qui a pris possession du dieu du roi des mers, c'est clairement du boss de jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire, il est protégé par une carapace, on peut rien lui faire, et quand il lance une attaque, hop, il ouvre cette espèce de carapace, et c'est là qu'il est vulnérable, qu'il faut l'attaquer. C'est clairement du truc de jeu vidéo, mais ça fait trop bizarre dans un manga. Ça fait bizarre. On a vraiment l'impression, voilà, de lire un RPG en livre, et j'avoue qu'au début j'ai pas accroché. À partir du moment où les gros calibres sortent, ça devient plus du shonen, c'est plus vraiment du vrai gros combat de shonen, et j'ai déjà commencé à un peu plus accrocher. Le combat contre le premier général qui est Gunung, le chef des carnassiers, c'est vraiment pas mal. C'est là qu'il commence un peu à avoir du suspense, et que les héros ils commencent à vraiment à prendre de l'assurance, à maîtriser certaines techniques spéciales, donc c'est un peu plus du shonen, ça commence à bien accrocher. Mais le problème, c'est que globalement, il y a des hauts et des bas. Voilà. Les tomes 8 à 10, il y a une montée en puissance qui sont vraiment pas mal, avec aussi le personnage de Jagan, qui est censé être l'inverse complet du héros Arus, qui apparaît, avec un premier combat contre lui qui est pas mal, hein, qui est assez surprenant. Puis après, voilà, après son combat contre Jagan, qui marque à peu près la moitié de la série, au moment où ça rechute, parce que là ils doivent aller trouver une épée, donc ils partent dans un pays qui s'appelle le Jipang, ils partent là pour essayer de créer une épée, et ce passage n'est pas spécialement intéressant, ça diminue, ils affrontent un méchant qui est pas terrible, et après cet arc-là, on commence à partir vers le dernier arc de la série, donc là il y a une remontée en puissance, et sauf que ils se sont loupés en fait. Globalement, la montée en puissance, il y a une ratée au milieu, parce que donc dans les 4 généraux principaux du dieu de la terreur, donc il y avait Gunung, il y a un certain Gorgona qui est le dieu des enfers, enfin le roi des enfers, qu'au début on pense qu'il est très très fort, mais en fin de compte s'il est plus déplorable qu'autre chose. Pour vous dire, voilà, sans trop spoiler, au tout début du manga, comme le héros doit fuir les armées du mal quand il est bébé, il va se cacher dans un village, et il a avec lui donc le grand prêtre de son royaume d'origine, une membre de la garde royale, et un moine, qui est le moine Tao. Je me souviens plus quel était exactement son rôle au début. Il est là, mais donc son équipe au tout début, bon, c'est censé être des gros calibres, mais vu ce qu'ils affrontent, ils sont pas très bons. Ils galèrent. Le moine Tao, il disparaît complètement au début du manga, on le revoit plus. Et donc après le temps se passe, ils affrontent des méchants assez forts, puis là, d'un seul coup, voilà, à ce moment-là de la série, c'est vers le tome 15, le moine Tao il redébarque, et en fait le mec c'est un putain de bourrin, quoi. Le mec il se prend un boss en 2 secondes, et là on se dit mais pourquoi t'as laissé les autres se galérer pendant 10 tomes, alors que si t'étais avec eux dès le début, peut-être que là le dieu de la terreur serait déjà hors jeu, on n'en parlerait plus, quoi. Alors déjà et en plus ça s'explique même pas, parce que dans Fly il y a un moment pareil où il y a un personnage qui était présenté comme assez fort au début, qui disparaît pendant un long moment, et quand il revient, il poutre du méchant, et il est bien costaud, mais que là ça s'explique, c'est quand il se rend compte, ouais, il explique qu'il est parti s'entraîner parce que il se jugeait pas à la hauteur, et donc il est allé s'entraîner pour améliorer ses pouvoirs, pour pouvoir être une vraie aide pour l'héros. Alors que l'autre non, l'autre il est juste resté en retrait à se toucher, voilà, sans rien faire. Ça s'explique complètement pas. Puis voilà, il débarque, il est trop fort, il explose ce mec en 2 secondes, mais alors après, il resserre de nouveau plus à rien, quoi. Donc c'est le truc tout à fait logique. C'est le mec, il a été fort 2 secondes contre un méchant, et le reste du temps c'est une quiche. Bon, ça c'est très logique. Donc il y avait, je disais, donc Gorgona Gunung, il y avait Jagan, ou Jagan, qui lui est pas mal, même si son arc scénaristique sur l'ensemble connaît là aussi des hauts et des bas, mais globalement ça reste un bon méchant. Et après il y a le roi dragon. Alors le roi dragon, on l'entreaperçoit là, bon, c'est une sorte de... Visuellement on dirait un peu un Piccolo de DBZ adapté à cet univers-là. Et donc lui, depuis le début, on le voit, il est bien mis en avant, on se dit ouais, c'est lui, ça va être un peu un boss de fin, c'est un peu l'équivalent de Adora ou Adler de Fly, là qu'on voit ici, qui au début est présenté comme un méchant principal, puis enfin on découvre que c'est juste c'est le chef des armées du dieu du mal, mais voilà, il a un cran en dessous. Et sauf que, en fin de compte, au moment où il l'affronte, l'affrontement est complètement gâché. C'était un des affrontements que j'attendais le plus dans le manga. Et il est bâclé, il est nul, il est gâché par une sorte de pseudo-crise de conscience sortie de nulle part et complètement ridicule. Enfin, ils ont réussi à tuer un des personnages qui avait le potentiel le plus sympathique du manga, ils ont réussi à le gâcher en 2 secondes. Quoi. Donc ça m'a vraiment dégoûté. Et puis le dieu de la terreur en lui-même, il a rien de mirobolant, il a même pas classe.
voilà, au début, on le voit juste, c'est juste un visage, quoi, pendant toute la série, parce qu'il a plus son corps, et donc au moment où il récupère son corps, ça y est, ça, il va avoir son corps, c'est un peu comme dans Fly toujours. C'est vrai que malheureusement, d'avoir la comparaison entre les deux, dans Fly, pareil, le dieu de la terreur, le dieu du mal, il est présenté, il a une apparence, bon, lui, il a un corps au début. Il a une apparence, et quand arrivé à la fin, il l'affronte, et puis en fait, on découvre que c'était pas sa forme finale, et là, il prend sa forme finale, il est pété de classe, c'est un bon méchant de fin de série qui est bien classe, et le dieu de la terreur, non, t'as fait une espèce de gros monstre, on dirait un Godzilla du pauvre, ça gâche un peu le truc, quoi. Alors après, ce qui est pas mal trouvé, ce qui est bien fait, c'est toujours à partir du moment où le dieu de la terreur se réveille, ben, on comprend que le mec il porte bien son nom, hein, il rase plusieurs villes en un clin d'œil, donc ça c'est bien respecté. Mais disons que pour un boss de fin, c'est dommage, quoi. Il a pas le charisme d'un boss de fin, on va dire, hein. Après, dans le dernier tome, le combat final vraiment est pas mal parce qu'on a quelques rebondissements. J'avoue qu'il y a des tas de choses qui se passent pendant ce combat que je me serais pas trop attendu. Mais globalement, c'était moyen. Bon, au final, je dirais pas que c'est nul. Moi, si je devais lui donner une note, je lui mettrais 5. Parce que c'est pas exceptionnel, effectivement. On me l'avait vendu comme un des meilleurs mangas Dragon Quest. Moi, je suis très déçu. J'ai vraiment pas accroché. Mais en même temps, c'est pas mauvais dans le sens que j'ai réussi à m'enchaîner à un rythme de 1 tome par jour sans me lasser. Il y a certaines séries, au bout de. J'aurais même pas pu faire ça une journée, quoi. Ça m'aurait tellement ennuyé qu'au bout de 2 jours, j'aurais lâché l'affaire. J'aurais pas réussi à m'y tenir. Là, quand même, Emblem of Roto, j'ai réussi à me faire mon tome par jour. Donc c'était pas si horrible que ça. Ça se laisse lire, mais ce problème, c'est ça. Ça se laisse lire. Ça en transporte pas plus que ça le lecteur. J'ai pas eu vraiment à part, je vous dis, le moment entre le tome 8 à 10, que là il y a une belle montée en puissance, mais en dehors de ça, je me trépignais pas, il y a vite, je veux lire la suite, quoi. Voilà, c'était bien, mais sans plus. Donc il a la moyenne, pile 5, parce que voilà, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste moyen. Donc c'est dommage, pour une série que j'attendais vraiment beaucoup, je disais, bon, peut-être monter le mou, mais c'est vrai que voilà, j'avais tellement adoré Fly, comme on dirait, les 2 séries qui valent le coup dans le reste, c'est Fly et Emblem of Roto. Ben, c'est vrai que du coup, Emblem of Roto, moi c'est très en dessous. Voilà, Fly, je lui mettrais 8 ou 9, parce que pour moi, c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu, quoi, pour vous donner un peu mon avis sur la question. Emblem of Roto, c'est vraiment passable. Donc, plus de 21, ça va encore, 21 tomes, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus long, mais même déjà 21 tomes, je trouve que c'est trop long pour ce qui se passe dedans. Je vous dis, des fois ils affrontent régulièrement ils affrontent des méchants, que ça fait vraiment RPG, c'est bien ce genre de boss que tu pourrais rencontrer dans un RPG, mais dans un manga ça fait juste ridicule. Quand ils arrivent au Zipang pour créer la nouvelle épée, ils se retrouvent à affronter une hydre, mais le combat il est inintéressant, ça n'a pas d'enjeu particulier, voilà, ils affrontent un méchant pour affronter un méchant. De jeux vidéo, et c'est un peu dommage. En plus, je pense que le côté aussi que c'est pas motivant, c'est que je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas dans quel magazine c'était publié à l'époque, mais les chapitres ils font tous entre 50 et 60 pages, quoi. Il y a que dans les tout derniers tomes où là les chapitres sont plus tassés, ils font 29 pages, et là effectivement ça s'enchaîne bien sur la fin. On voit qu'on arrive vers la fin, les événements s'enchaînent bien. C'est plus court. Là, le fait que les chapitres ils font 50-60 pages, des fois c'est long, mais c'est long, il se passe rien, c'est mou, les combats ils sont pas dynamiques. Je suppose que ça devait être publié dans un magazine mensuel, parce que par exemple, les chapitres de l'Attaque des Titans aussi, ils font à peu près 50 pages. Mais ça, voilà, l'Attaque des Titans, même s'il y a beaucoup de blabla, ils arrivent à rendre les chapitres intéressants, tu t'ennuies pas. Que tu lises un tome complet ou les chapitres en scan, tu t'ennuies pas. Là, il y a certains chapitres dans Emblem of Roto où il fallait les souffrir les 50 pages, il fallait les sortir. Donc voilà, au final, on va dire, il n'y a rien pour l'éditeur, parce que le travail, par contre, l'éditeur est l'édition est propre, les jaquettes sont sympas. En plus, du coup, ils ont sollicité l'auteur pour faire là, une petite fresque. Bon, là, j'ai pris que le tome 1 et le dernier tome, donc on va pas voir. Mais voilà, il y a une petite fresque là, qui court tout du long, qui a été fait spécialement pour cette édition. Ils ont refait tous les petits blabla de l'auteur au début, ça a été fait spécialement pour cette édition-là. C'était pas ceux d'origine quand c'était sorti dans les années 90. Donc ils se sont donné du mal. En plus, à part la ratée du début, ils ont quand même réussi après à garder le rythme de un tome par mois, et avec tout le blabla qu'il y a dedans, c'est quand même une gageure. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que bon, l'éditeur n'a rien à se reprocher là-dessus, mais c'est juste le manga qui est moyen. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai tellement taillé le manga que peut-être que certains n'ont pas compris que je vais mettre 5.
Et lui, c'est ça qui est un peu la dichotomie de ce manga, c'est qu'en lui-même, il y a des tas de choses que je peux lui reprocher, mais comme je disais, le fait que j'ai pu me le lire à un rythme aussi soutenu, ça me laisse dire que voilà, il est pas mauvais, mais il est pas bon. Voilà, bah écoutez, je vais pas continuer à ressasser le 5, donc voilà, on en reste là. Donc c'était le focus du mois. Emblem of Roto, c'est fini, tant mieux, ça va faire de la place pour lire autre chose. Et donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour discuter sur les séries que j'ai abordées, peut-être des sorties que j'ai omis d'exploiter. Je trouve plus mes mots. Voilà, c'est la fin, il est temps que je m'arrête, j'arrive pas à dire. Donc des sorties que j'aurais pu ne pas aborder, qui pour vous étaient primordiales. Donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Si jamais je l'ai déjà lu, peut-être c'est possible qu'il y ait des sorties qui sortent maintenant, mais c'est des rééditions, je les avais peut-être lues à l'époque. Donc remettez-les-moi en mémoire, j'en parlerai volontiers dans le numéro d'après. Et puis peut-être ça peut me faire découvrir de nouvelles séries, hein, même si ma femme me dit que j'ai trop de séries en cours. J'aime toujours... écoutez, coup de téléphone. Il est temps que je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on lit ce soir.